Formation, application, exécution, voilà les techniques du droit international. On va commencer par la première, titre premier, la formation du droit international. Traditionnellement, on considère que les sources, entre guillemets, du droit international, ces mécanismes de formation, sont identifiés par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, annexé à la Charte des Nations Unies, la Charte de San Francisco de 1945. Cette disposition, l'article 38, reprend le texte qui avait été élaboré lors de la création de la Société des Nations, au lendemain du premier conflit mondial, pour la Cour permanente de justice internationale. C'est donc un texte qui a vieilli, pour partie du moins, et qui doit être donc nuancé. Selon cette disposition, la Cour applique, donc, quelles sont les sources du droit international? Elle applique d'abord les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, c'est-à-dire les traités, première source. Deuxième, la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Donc la coutume, deuxième source, comme preuve d'une pratique acceptée. Troisième source, les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Alors là, on voit bien de la formule les nations civilisées le caractère très désuet du texte, un héritage du XIXe siècle. Donc les principes reconnus par les nations civilisées, ce sont les principes qu'on retrouve dans les grandes traditions juridiques du monde. L'article 38 mentionne à côté de ces sources d'autres éléments qui sont considérés comme des mécanismes auxiliaires de détermination des règles de droit. Des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit. C'est des éléments qui ne sont pas proprement parlés comme des sources, des mécanismes de formation, mais des éléments qu'on peut utiliser pour trouver les règles de droit. Et ces moyens sont, suivant le texte de l'article 38, d'abord la jurisprudence, mais sous réserve de l'autorité relative de la chose jugée. Donc la jurisprudence et ce qu'on appelle la doctrine des principaux publicistes. Et ce qu'on appelle par cette formule, c'est la grande doctrine juridique internationaliste qui permet de mieux comprendre le droit international. Construit sur l'expérience du XIXe siècle, le texte ne mentionne pas un mécanisme de formation du droit international qui est devenu aujourd'hui extrêmement important, c'est la formation unilatérale du droit international, les actes unilatéraux des États et des organisations qui sont des éléments importants de la formation du droit international et qu'il faudra considérer car dans la pratique réelle, ils jouent un rôle important. Il faudra donc analyser successivement ces différentes sources, en commençant d'abord par ce qui est le socle général du droit international, c'est-à-dire la coutume internationale, chapitre 1er, la formation coutumière du droit international. Alors, en droit international, pour comprendre la coutume, il faut regarder deux aspects différents. Un premier aspect qui est celui de la formation de la coutume, comment est-elle mise en place, et puis un deuxième aspect qui est celui de l'opposabilité de la coutume, qui est effectivement lié par la coutume, et puis on verra quel est le statut de la coutume. D'abord, section première, la formation objective de la coutume, c'est-à-dire la naissance de la règle coutumière. L'article 38 du statut de la Cour internationale de justice vise une pratique acceptée, une pratique générale acceptée comme étant le droit. On considère que cette formule renvoie aux deux éléments classiques de la théorie de la formation coutumière, l'élément pratique
l'élément, donc la répétition des précédents, la pratique, et puis ce qu'on appelle parfois l'élément juridique ou l'élément psychologique, c'est-à-dire l'opinio iuris, qui est un élément volontaire, accepté comme étant le droit, l'acceptation. Alors d'abord l'élément pratique, paragraphe premier, l'élément matériel, la pratique. La coutume internationale est le résultat d'une répétition de précédents, d'une série organisée de précédents. Le précédent, un droit international, doit être, pour la création de la coutume internationale, doit être un précédent public, soit un précédent imputable à un État, soit un précédent imputable à une organisation internationale. Dans la pratique, d'ailleurs, dans la jurisprudence, on s'aperçoit que, dans les faits, une attention particulière, un rôle privilégié est réservé à la pratique étatique. La pratique des organisations internationales est pertinente, mais elle est pertinente d'abord et surtout en tant que cadre dans lequel s'expriment les États. Le droit international admet des coutumes institutionnelles, il y a des coutumes qui modifient des organisations internationales, et il va de soi que dans ce domaine spécifique, celui des coutumes institutionnelles, le comportement des organes joue un rôle important, même si le plus souvent, c'est encore les organes en tant que cadre d'expression étatique qui sont considérés. Alors, ça ne veut pas dire que le comportement des personnes privées soit sans pertinence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de coutumes privées. Simplement, les coutumes privées, la lex mercatoria, les coutumes privées n'accèdent et ne peuvent accéder à valeur coutumière en droit international que dans la mesure où les États eux-mêmes réagissent à ces coutumes privées, soit pour les défendre, soit pour les consacrer, soit tout simplement pour les admettre, pour les tolérer, si on préfère, plus exactement pour les admettre, pour les laisser se développer. Et ainsi, par la reconnaissance, même le plus souvent silencieuse, des États, ces coutumes, d'abord privées, d'abord purement marchandes, peuvent accéder à la valeur de coutumes internationales. Pour le reste, le précédent peut prendre en droit international les formes les plus variées. Il peut s'agir d'une tolérance, il peut s'agir d'une pratique active, d'un comportement factuel, il peut s'agir d'une pratique diplomatique, il peut s'agir d'une pratique d'abord interne, un acte, un décret, mais qui a un objet international. Donc, il y a une extrême variété des formes de la pratique internationale. L'important, encore une fois, c'est qu'elle soit imputable à l'État ou à une organisation internationale. Le comportement des pêcheurs n'est pas pertinent, n'est pas déterminant pour une coutume de droit de la mer. Ce qui est pertinent, en revanche, est le fait de savoir si les États ont laissé les pêcheurs pêcher dans telle zone, s'ils les ont encouragés, s'ils les ont accompagnés, ou simplement s'ils ont toléré. Donc, c'est cette fois-ci la pratique étatique qui reste pertinente, même si, à l'origine, c'est un comportement privé. Les précédents doivent constituer une pratique, c'est-à-dire qu'elles doivent constituer un ensemble cohérent, général, et avec une vocation à la permanence. Alors, la cohérence de la pratique, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une réelle pratique. La cohérence des précédents, c'est qu'il y ait une réelle pratique, et non pas des fluctuations et des contradictions qui seraient incompatibles avec la formation de la coutume. Il faut que les États aient des vraies politiques juridiques extérieures cohérentes, et que donc elles suivent effectivement le même comportement dans les mêmes circonstances. La généralité de la pratique est plus
difficile à apprécier. Évidemment, pour les coutumes régionales, les coutumes locales, il faut que les États de la région participent, effectivement. Mais pour les coutumes à vocation universelle, la généralité ne veut pas dire que tous les États doivent participer, tous les États du monde. Ce qui importe, c'est la participation effective des États particulièrement significatifs dans chaque domaine. Une illustration importante de ce principe est fournie par l'arrêt rendu en 1969 par la Cour internationale de justice dans l'affaire du plateau continental de la mer du Nord, dans laquelle on voit que ce qui compte, c'est que les États particulièrement intéressés par la question du plateau continental aient pris position sur la coutume. Enfin, la coutume doit avoir une permanence, du moins une vocation à la permanence. Ça ne veut pas dire que la coutume doit être nécessairement immémoriale, comme on le dit parfois dans la tradition civiliste. Une coutume peut ne pas être ancienne, peut se former même très rapidement. On a parlé en doctrine de coutumes sauvages pour montrer des coutumes qui auraient été provoquées par une résolution de l'Assemblée générale et puis concrétisées rapidement. Ce qui compte, c'est d'abord la densité des précédents. Si dans un espace de temps limité, il y a suffisamment de précédents pour montrer une volonté de créer une règle destinée à durer, alors, dans un laps de temps assez bref, peut se créer la coutume. Mais cette pratique doit être complétée par un élément psychologique, paragraphe 2, l'opinio iuris. L'opinio iuris en droit international est au centre d'un débat important et probablement de beaucoup de malentendus. Le statut de la Cour internationale de justice parle de la preuve d'une pratique acceptée. Elle considère donc que l'opinio iuris, dont la coutume, est un phénomène volontaire. Les États acceptent que cette pratique devienne une coutume. Ils veulent en faire une coutume. C'est leur politique juridique extérieure. Ils le veulent. Ils ne se comportent pas de telle façon par erreur ou comme sans s'en rendre compte. Ils choisissent des options et ils en font des règles coutumières. Alors évidemment, dans cette logique, il faut faire attention, notamment lorsque les États sont inactifs. Il faut alors démontrer, comme le disait la Cour internationale de justice, dans l'affaire du Lotus, la Cour permanente de justice internationale, que telle abstention était bien motivée par la conscience d'un devoir de s'abstenir. C'est la Cour internationale de justice en 1927. Alors parfois on a mal compris cette exigence et on se réfère à la conscience d'un devoir d'obéir en disant par là que non, l'opinio iuris n'est pas une volonté, c'est une conscience d'obéir à une règle. En réalité, il y a un malentendu sur le problème coutumier. Le problème coutumier est d'abord un problème, le problème coutumier dans la jurisprudence et un problème de preuve. On peut prouver la coutume en se posant à deux moments différents. Au moment de la formation de la règle ou plus tard, au moment de son application. Au moment de la formation de la règle, ce qu'on prouve, c'est que les États qui ont commencé la pratique voulaient créer une nouvelle règle et les autres l'ont acceptée. Lorsqu'en revanche, on se penche sur des coutumes anciennes, créées parfois 2 siècles, 3 siècles plus tôt, on ne recherchera pas la preuve de la formation de la coutume, mais simplement de sa persistance. Et ce qu'on prouvera n'est donc effectivement pas la volonté de créer la règle, mais le sentiment d'obéir à une règle lorsqu'on se comporte d'une façon donnée. Alors, cet élément, l'élément volontaire, a un mérite particulier, me semble-t-il, en droit international, c'est qu'il permet aussi de faire le tri dans les comportements étatiques. C'est-à-dire, il permet de considérer que lorsqu'un État
exerce, elle subit une contrainte, lorsque l'État n'est pas en situation d'exprimer effectivement sa volonté, puisque l'opinion iuris est d'abord volonté, on ne devrait pas pouvoir lui reprocher tel ou tel comportement. Donc, reconnaître la part de volonté de l'opinion iuris, c'est aussi respecter l'État dans les cas où il ne peut pas effectivement s'exprimer librement.